Bonjour, je vais vous présenter un peu les principes des classes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on doit faire une classe en Python, il faut écrire l'instruction classe, donner un nom à sa classe. On a ensuite, à l'intérieur d'une classe, on peut avoir des propriétés et des méthodes. Il est possible d'écrire les propriétés au début de la classe, ce n'est pas nécessaire. Donc par moment vous pourrez voir compagnie name, donc on pourrait déclarer une propriété de la compagnie sous cette forme. C'est pas nécessaire. Ensuite on peut avoir des méthodes. Donc les méthodes, cette méthode init, c'est le constructeur. Le constructeur, c'est la première méthode qu'on appelle pour construire un objet en mémoire. Donc sans l'appel de cette méthode, on n'a aucun objet en mémoire utilisable. En général, cette méthode prend un argument self, qui est toujours, pour toutes les méthodes de la classe, qui apparaîtra toujours, mais qui ne sera pas à envoyer. Ensuite, on peut avoir, à la suite de self, on peut avoir d'autres arguments. Ça dépend en fait de l'approche que vous mettez en place. C'est pas forcément nécessaire non plus. Alors, en l'occurrence ici, je vais mettre un argument, name. Donc quand je vais construire ma classe compagnie, je vais lui envoyer une information qui est le nom, et cette information, je vais la transmettre à la propriété de l'objet. Donc je vais faire self.name est égal à name. Alors, ce name, il est relatif à cette information que j'envoie dans le init. Celui-là, il est relatif à la propriété de l'objet. Donc, ni plus ni moins, quand je vais construire la méthode, quand je vais construire mon objet, je vais envoyer un argument, une valeur, qui va être transférée à la propriété de l'objet lui-même. Donc, ça pourrait être ma compagnie. Pour vérifier ça, il suffit d'afficher en fait l'information de cet objet qui est une compagnie .name. J'exécute. Ça m'affiche ma compagnie, donc effectivement le contenu de cette propriété. Comme je vous le disais précédemment, on n'est pas obligé d'avoir ça. Ça, c'est pas forcément nécessaire. Je pourrais avoir juste cette définition, ça fonctionnerait aussi. Donc des méthodes, je peux en inventer tant que je veux. Imaginons, je définis une compagnie, je fais get nombre nbcar by year, une méthode qui pourrait me retourner par exemple le nombre de voitures par année. Ça va me retourner une information, ça pourrait être un tableau que je vais alimenter. Donc ça pourrait être un tableau ou une liste que je vais alimenter en fonction de traitement que je vais faire ici. Cette liste, je vais la retourner. On pourrait imaginer que je fasse une deuxième méthode, get nbcar by model. Pareil, je pourrais avoir envie d'avoir une liste avec une certaine information. Donc cette liste serait peut-être les voitures, le nombre de voitures, en fait ce que l'on veut. Toujours pareil, je pourrais faire un traitement ici. Maintenant, je pourrais appeler ces méthodes indépendamment, ce qui est intéressant, ou je pourrais alors faire une méthode qui s'appelle stat. Donc une méthode qui pourrait appeler alors d'autres méthodes de la classe. Donc pour appeler d'autres méthodes, je vais simplement faire self. Donc quand on écrit self, on réfère à soit une propriété, soit une méthode de la classe compagnie.
Donc ici, en l'occurrence, si je fais ça, j'appelle get. Vous voyez, quand je surligne cette information, il me dit que c'est cette méthode qui va être appelée. De même, je pourrais appeler la deuxième, toujours self get by get. Donc, cette méthode que j'appelle ici, c'est celle-là. Donc, rien ne m'empêche d'appeler des méthodes à l'intérieur d'autres méthodes. Ça, c'est l'intérêt en fait de découper sa classe en petites méthodes bien simples qui remplissent une fonction très précise. L'intérêt, c'est que stat, je pourrais appeler cette méthode get nbcar by year, mais je pourrais aussi l'utiliser en dehors de stat, c'est-à-dire je pourrais dire appelle-moi cette méthode, et je pourrais alors utiliser le résultat de cette méthode pour faire autre chose. C'est ça l'intérêt de bien découper sa classe, de telle manière à avoir des méthodes génériques et une classe assez générique que l'on peut utiliser en fait dans différents points de vue. Donc le principe de l'orienté objet, c'est de bien définir ses classes. Donc ici j'ai une entité, je pourrais définir une autre entité qui est la classe véhicule. Hop, pas besoin de ça. Pareil, un constructeur. Je pourrais imaginer deux arguments. Donc, je pourrais dire, quand je vais construire un objet véhicule, je vais lui envoyer automatiquement la marque et le modèle. Ce qui va me permettre en fait d'envoyer dans les propriétés de l'objet les informations que j'envoie lors de la construction. Donc, on va imaginer un véhicule que je vais construire. Donc, si j'exécute ce code, il ne fait rien a priori. J'ai construit deux objets en mémoire, un objet compagnie et un objet véhicule. Pour vérifier que l'objet est bien rempli, je peux écrire rappeler en fait l'objet lui-même et chercher une propriété de l'objet. Effectivement, si je regarde V, qu'est-ce qu'il contient? C'est un objet de type véhicule, et je peux aller chercher sur cet objet la propriété make, qui est L. Je pourrais aussi aller chercher la propriété modèle. Et vous voyez, quand je surligne, il m'indique ici que c'est bien cette propriété que je lis, effectivement. Donc des objets en mémoire, on peut en avoir autant qu'on en veut. L'idée de la définition des classes, c'est de bien décomposer ces méthodes, de bien définir les propriétés qu'on en a besoin pour chaque classe, et au final, ça revient à construire ces objets en mémoire et de bien les utiliser. Je pourrais imaginer que ma compagnie contient en fait une liste que je vais alimenter avec des objets de type véhicule. Donc ce que je dis, add car, je vais envoyer une voiture, enfin un argument voiture, et cette information, je vais l'ajouter à la liste de car. Ce qui va faire en sorte que quand je vais appeler cette méthode, à chaque fois que je vais appeler cette méthode, que je vais envoyer une information, elle va s'ajouter à la liste. Donc, imaginons, j'ai créé ma compagnie, ici on le voit, j'ai créé un véhicule, je vais ajouter ce véhicule à la liste
de la compagnie. Je fais C, add, car, j'envoie l'objet véhicule. Ça va me permettre, et je pourrais le vérifier, que la liste car contient un élément. On va afficher le contenu de la liste car. Alors on voit le contenu de la liste car, c'est un objet, une instance de véhicule. Instance est un objet en mémoire, donc un objet qui contient de l'information, sur lequel je peux aller chercher une information. Pour vérifier ça, je pourrais parcourir la liste et lui demander, je ne vais pas mettre C ici, je vais mettre une autre lettre, on va mettre I par exemple. On sait que ce qui est dans cette liste, c'est des objets, comme on le dit ici, de type véhicule. Ça veut dire que I va prendre à chaque fois l'information d'un objet de type véhicule. Ça veut dire que pour I, je peux aller chercher la marque. Ce qu'on voit. Donc j'ai parcouru la liste des voitures et j'ai été rechercher pour chaque voiture la marque. Il n'y en a qu'une pour l'instant. Donc on le voit très bien, la définition des classes, en fait, en général, c'est vous qui définissez ça. En général, on peut réaliser notre librairie, c'est-à-dire nos classes, nos définitions nous-mêmes, ou ce qui pourrait arriver, c'est que ces définitions soient faites par quelqu'un d'autre. Et donc, si les classes ont été faites par quelqu'un d'autre, nous, on se retrouve en fait à faire ce genre de code. On imagine que tout ce qu'il y a avant, ce que j'ai surligné, est déjà fait. Donc, on va utiliser et mettre ensemble en fait dans une application. Donc ça, c'est ce qui peut permettre de mieux comprendre en fait l'orienté objet.